Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour Bernard-Henri Lévy et Bonjour. merci d'être venu aujourd'hui dans le studio de RCJ alors que vous êtes lancé dans un tour de France médiatique et militant à la défense d'Israël avec la même énergie ou peut-être plus que vous mettez à défendre les Ukrainiens attaqués par la Russie de Poutine depuis 2 ans. Encore que les Ukrainiens sont un peu moins seuls qu'Israël, ils ont vraiment le soutien des Européens et de l'Amérique. Alors qu'Israël est détesté maintenant par beaucoup de monde, peut-être tout le monde, pour sa guerre à Gaza contre les terroristes du Hamas. Bernard-Henri Lévy, vous sortez un livre justement quand cette guerre continue, que les otages israéliens sont toujours captifs, dans le noir quelque part, dans un trou à Gaza, que la crise humanitaire et le nombre des victimes s'aggravent pour les Gazaouis, que le Hamas n'est pas anéanti, que la victoire annoncée par Benjamin Netanyahou ressemble de plus en plus à une défaite. Votre livre s'appelle « Solitude d'Israël », je le montre pour la vidéo. « Solitude d'Israël », ça sort, c'est bien de sortir, chez Grasset, comme d'habitude. Et c'est déjà sur toutes les listes des meilleures ventes en France au bout d'une semaine. Votre livre donc s'appelle « Solitude d'Israël ». Il sort avec une magnifique couverture d'un homme marchant seul dans le désert. C'est un livre très solide qui affronte toutes les questions qu'on se pose et y répond. Mais aussi un livre perso, nourri de vos reportages sur les champs de bataille, de vos confrontations avec des génocides et les sales guerres, les atrocités du XXe et du XXIe siècle. Mais avant d'en parler avec vous, je vais spolier et commencer par la fin. À l'avant-dernière page de votre livre, vous nous le dites, c'est une longue histoire d'amour avec Israël. Je vous cite. « Je l'aime, ce peuple monde, coincé sur la minuscule bande de terre qu'a fini par lui consentir, il y a 3/4 de siècle, un Occident et un monde dégoulinant de tout le sang juif versé dans le torrent des siècles. » Vous avez donc pris le premier avion pour Tel Aviv au lendemain du 7 octobre. Et vous avez vu là-bas ce que vous appelez le mal pur, le mal radical. Et on se pose évidemment la question, on s'est beaucoup demandé comment les services de renseignement israéliens, super performants, pense-t-on, n'ont pas vu venir ce qui allait être la pire tuerie de juifs depuis la Shoah. Est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Oui, j'ai une réponse, elle est dans le livre, c'est le premier chapitre du livre d'ailleurs. La réponse, c'est que l'inimaginable est toujours inconcevable. On a beau savoir un peu, on a beau avoir des éléments, on a beau avoir des rapports de renseignement, on a beau avoir tout ça, c'est pas croyable. Voilà. C'est pas la première fois. Vous savez, Raymond Aron disait que quand il était à Londres auprès du général de Gaulle, il recevait des informations au sujet de l'extermination des Juifs, mais c'était tellement énorme il savait sans croire. Voilà. Et là, je crois qu'on est face à un phénomène du même ordre. Des informations sont arrivées, bien sûr, mais par rapport à ce qu'on savait, à ce qu'on voyait, par rapport au spectacle de Yahya Sinwar, le chef militaire du Hamas, qui faisait le good guy, qui était reconnaissant aux médecins israéliens de l'avoir sauvé de son cancer, enfin qui se disait reconnaissant de l'avoir sauvé de son cancer du cerveau, etc., etc. C'était juste impensable. Rappelons qu'il a été libéré dans l'échange avec le soldat Gilad Shalit, Sinwar. Oui, mais il a été libéré. Et avant d'être libéré, j'insiste, c'est un point qui n'est pas totalement négligeable, il a été sauvé à l'hôpital de Beersheba d'une tumeur mortelle au cerveau par la science israélienne et par des médecins israéliens fraternels. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'est pas très reconnaissant.
Ben voilà, je me pose la question dans ce livre. Je me dis, au fond, au moment où il lance ces brigades d'assaut, ces Einsatzgruppen à l'assaut des kibbutz de Be'eri et de Kfar Aza, est-ce qu'il pense, est-ce que quelque chose dans sa tête se dit qu'il va violer les femmes et les filles, qu'il va assassiner les fils et les pères des médecins qui l'ont sauvé il y a quelques années? C'est une vraie question, ça, pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à ce qui se passe dans la tête des monstres, ce qui est mon cas. Ça m'intéresse de savoir ce qui se passe Alors, chez qu'est-ce chez que les vous barbares. pensez? Ben, je ne sais pas, je pose la question. Peut-être même qu'il leur en veut. Vous De savez, l'avoir sauvé, oui, d'avoir une dette envers eux? c'est bien sûr, c'est cette fameuse phrase. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait: mais pourquoi est-ce qu'il m'en veut tellement? Je ne lui ai pourtant fait aucun bien. Je ne lui ai fait aucun bien. Pourquoi est-ce qu'il m'en veut tellement? Il y a peut-être de ça, je ne sais pas. Effacer le souvenir d'avoir été sauvé par des Oui, médecins israéliens, oui, bien sûr, bien par sûr. l'ennemi? C'est impardonnable pour cet homme-là, pour ce barbare, pour ce nazi, pour ce pogromiste, pour cet homme qui jouit très certainement au spectacle des vidéos que lui ont envoyées ces hommes de femmes violées et violées dans des conditions particulièrement atroces. L'idée d'avoir été sauvé par des médecins juifs est probablement assez insupportable. Oui. Vous pensez qu'il a donné des consignes de viol, de torture, ou que ça a été simplement la barbarie qui s'est déclenchée sur Oh, place? j'en sais rien. Je pense que quand on commet ces actes-là comme ça, euh, c'est pas un hasard. Quand on les commet et qu'on les filme et qu'on s'en vante et qu'on les porte, qu'on les lève comme des trophées, hein, parce que c'est pas des actes qui ont été commis comme ça, des bavures dans une opération, des bavures immondes dans une opération militaire planifiée. Ça faisait partie de l'opération militaire menée Vous par le l'avez vu sur Hamas. place, vous étiez là tout de suite. J'étais là tout de suite, je suis un des premiers, avec quelques journalistes français, à être entré après I-24, juste après I-24, au kibbutz de Kfar Aza, puis au kibbutz de Be'eri. Donc, oui, enfin, de toute façon, la question est à la limite secondaire, mais cela a été fait. Ces viols, ces crimes sur les corps des femmes, cette façon de les exécuter pendant qu'un autre les violait, tout ce que vous savez, ça a été trop systématique pour ne pas avoir été pensé et pour que ça n'ait pas fait partie, en tout cas, de l'entraînement idéologique de ces hommes. Vous qui avez écrit un livre sur la barbarie à visage humain, ça vous a surpris cette barbarie? Oui, oui et non. Au XXIe siècle, je veux dire. Vous l'avez vu au XXe siècle. Oui et non. Non, parce que les siècles n'y font rien. Le fond de barbarie qui est au cœur de l'espèce humaine, bah, il est là, quel que soit. Il n'a rien à voir avec la modernité. Je veux dire, l'hitlérisme est arrivé dans la nation la plus savante, la plus cultivée, la plus avancée du monde, l'Allemagne. Et donc, la modernité n'y fait rien. Ce qui m'a surpris quand même, c'est que le vrai mal, le mal absolu, le mal radical, comme disent les philosophes, c'est quand même rare. C'est quand même rare. Parce que le mal absolu, ça veut dire le mal qui n'est pas ordonné à un autre but que lui-même. Le mal qui n'a pas d'autre raison et pas d'autre passion que la passion de soi. Voilà. Et souvent, tout de même, le mal, c'est en vue d'une conquête, au nom d'une mémoire meurtrie, que sais-je. Ça reste le mal, ça reste atroce, mais il y a un raisonnement, etc. Là, quand on regarde les vidéos, quand on voit le film qu'a produit Arthur, qui est absolument bouleversant, par exemple, on se dit, non, c'est un déchaînement de mal sans autre raison que soi.
Et ça, c'est rare. Ça, j'ai vu ça parfois dans ma vie, dans la part de ma En vie Bosnie? de reporter. Non, pas en Bosnie. Non, 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 pas en Bosnie. Non, j'ai vu ça peut-être au Darfour. Euh, j'ai vu ça au Rwanda. Génocide du Rwanda, 1 million de morts. J'ai vu ça quelques fois, mais enfin, c'est pas fréquent. Oui, parce que vous avez quand même été sur des champs de bataille où il y avait un vrai génocide. Alors, parce qu'on parle de génocide, parlons-en. Pourquoi ce mot de génocide est devenu si acquis maintenant un peu partout que je saute du 7 octobre à la suite, mais parce qu'on parle de génocide. Pourquoi ce terme de génocide a pris comme ça? C'est-à-dire qu'on a renversé, parce que comme vous savez, les victimes sont maintenant des bourreaux, et les Juifs qui ont vécu ce pire pogrom depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sont maintenant les bourreaux, renversement de l'histoire. Et ce terme de génocide a pris. Vous l'avez vu un peu partout, que ce soit de Sciences Po à Harvard, en passant par les rues arabes, etc. Pourquoi je suppose, c'est très mystérieux parce que c'est tellement bête. On peut faire beaucoup de reproches à Israël, on peut faire des reproches à cette opération militaire, on peut discuter la manière dont elle est menée. On peut totalement discuter. Oui. Encore que je n'ai pas encore vu où que ce soit, y compris chez les Américains, je n'ai pas encore vu de tactique ou de stratégie vraiment alternative. Mais enfin, on peut discuter. Mais en aucun cas, c'est un génocide. Il n'y a pas d'intention d'affamer, il n'y a pas d'intention de tuer, il n'y a pas d'intention de liquider un peuple, et ainsi de suite. Mais vous avez raison, pourquoi ça a pris ? Je suppose que ça a pris parce que ça soulage. C'est-à-dire que si vraiment les Juifs sont capables de génocide, alors au fond, s'ils sont capables d'être coupables de génocide, alors nous le sommes, nous, occidentaux ou pas occidentaux, ou conscience mondiale, un peu moins coupables. Voilà. S'ils sont coupables, eux, on l'est peut-être moins, nous. Voilà le raisonnement inconscient qu'ont dû se faire ces femmes et ces hommes qu'on a vus défiler dans les rues de Londres, prendre d'assaut les stations de métro de New York, envahir l'amphithéâtre mis à Sciences Po, voilà, au cri de Israël génocideur, contre toute évidence. Oui, mais ce terme de génocide, on a deux mots, comme vous le dites toujours, les mots, l'importance, et vous êtes le premier à le dire, ces deux mots qui font un tabac aujourd'hui, de façon vraiment universelle, qui est le mot génocide et le mot apartheid. C'est qu'on ne discute plus. Il y a un génocide à Gaza et un apartheid en Israël, les deux étant faux. Mais oui, on n'arrive pas à... Si vous voulez, vous avez cette vague dont vous parlez évidemment dans votre livre, qui n'est pas endiguée, de ce tsunami autour de génocide. Et apartheid, Ouais. oui, parce que ce sont les deux étalons du crime, ce sont les deux points les plus hauts de l'échelle de l'horreur, l'apartheid Afrique du Sud, les génocides nazis. Et identifier Israël, attribuer à Israël ces deux crimes, l'identifier avec ces deux monstruosités historiques, c'est un gain extraordinaire pour ceux qui le font. Plus de culpabilité, plus de devoir de solidarité avec ce minuscule État vulnérable qu'est Israël, et puis cette vieille passion... Cette vieille passion dont l'humanité a un peu de mal à se passer, et même beaucoup de mal, qui s'appelle l'antisémitisme, qui croit s'être trouvé de bonnes raisons de s'exprimer. Voilà, il y a tout ça qui fait, en effet, vous avez raison, parce que c'est pas... Ces deux accusations-là, elles se sont pas frayées un chemin. Il n'y a pas eu besoin d'argumenter, il n'y a pas eu besoin de faire de produire des rapports.
ça s'est fait à la vitesse de la lumière tout de suite. Exactement. Vous avez raison, c'est assez Fulgurant, si vous voulez. oui, foudroyant, fulgurant, exact, c'est vrai, c'est Il y vrai. a des endroits que nous connaissons bien, vous et moi, les campus américains, où le mot de génocide n'est même plus discuté. On se Mais dit où est-ce qu'ils sont devenus n'a pas complètement été, idiots. il n'a pas été discuté. Il a lancé et il a pris comme un incendie. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais pour les raisons que je vous dis, voilà. C'est une sorte de décharge. Voilà. Vous savez, quand on signe une décharge de responsabilité, si les Juifs sont responsables du génocide, d'un génocide, nous ne sommes, nous, responsables de rien. Nos parents ne sont responsables de rien. Nos grands-parents ne sont responsables de rien. Tout ce qu'on nous racontait dans nos familles, que nous étions les héritiers d'une culpabilité, etc., tout ça, c'est fini. Le poids de la faute, il le porte. Et s'il le porte aujourd'hui, allez savoir s'il ne le portait pas déjà du temps où ils étaient, eux, pour le coup, exterminés. Et Bernard-Henri Lévy, c'est nouveau quand même. C'est ce qu'on voit. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans votre livre. Le mot, vous dites, ces grands criminels, dont on parle des barbares du Hamas, ont renversé la table. Et on a le mot que je trouve qui est vraiment ça, reparamétrer la cartographie. On a redessiné la cartographie géopolitique depuis le 7 octobre. Il y a un avant et un après 7 octobre. Alors, vous dites effectivement, est-ce que c'est un séisme nouveau dont on vient de parler, cette espèce de tsunami sur le génocide, ou une révélation de germes qui étaient déjà là? C'est exactement ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on a soulevé un couvercle avec des germes qui étaient bouillonnants en dessous? Ou est-ce qu'on a vraiment redessiné quelque chose? Est-ce que c'est vraiment nouveau? C'était ça la question que je posais. C'est les deux. C'est comme toujours les deux à la fois. Ce qui est nouveau, c'est ça ma thèse, je crois, c'est deux choses. C'est d'abord la vitesse à laquelle a opéré le négationnisme. Ça, c'est totalement nouveau. C'est-à-dire que le choc a été immense. La conscience universelle a été foudroyée pendant quelques heures, quelques jours peut-être, et aussitôt après, presque immédiatement, 48 heures après. En temps réel, la gomme a effacé l'immondice humaine, comme disait Louis Aragon, a commencé à travailler. Alors, les uns disaient que c'était pas clair, les autres avançaient que il y avait des excuses, les troisièmes disaient que tout ça s'expliquait par le contexte et par l'oppression des Palestiniens, patati patata. De toutes les manières possibles, par tous les versants possibles, il y a eu une entreprise d'invisibilisation des otages et d'annulation de ce que le crime a eu de pire, avec toute cette espèce de rhétorique négationniste. Donc ça, c'est nouveau. En général, le négationnisme, ça prend du temps, ça prend une génération. C'est jamais comme ça. Une sorte d'événement avec une répétition. Événement et effacement de l'événement simultané. 48 heures. Pour certains, même pas. Pour certains, quelques heures. On a vu des députés de la France Insoumise qui, le lendemain du pogrom, on a vu un député, il s'appelle Guiraud, je crois, le lendemain, peut-être 3 jours après, je ne sais rien, était à Tunis et commençait à se moquer, commençait à ricaner sur quelques-uns des pires crimes, notamment commis sur le bébé. Oui, le bébé et puis les femmes. Donc, ça, c'est un événement. Et l'autre événement, c'est la coagulation autour du Hamas de toute une constellation, l'aimantation plutôt que l'aimantation de toute une constellation de forces autoritaires, noires, autour du Hamas. Voilà. Et ce Hamas que certains esprits un peu simplets prennent pour une petite organisation, les uns ont le culot de dire de résistance, d'autres disent terrorisme, mais petite. On s'accorde à dire que le Hamas, c'est un petit truc. Bien. En vérité, il est devenu très vite, et ça c'est le deuxième événement nouveau, le centre d'une énorme nébuleuse, où il y a le Qatar, où il y a l'Iran, où il y a bien entendu le Hezbollah, où il y a la Russie, où il y a la Chine, et où il y a, jusqu'à nouvel ordre, la Turquie d'Erdogan. Ça, c'est un des points
Alors, c'est la du seule bonne front nouvelle, c'est qui est en train de... qu'Erdogan Voilà, c'est qu'Erdogan a perdu les a- municipales face à l'opposition. Il y a au moins une bonne nouvelle voilà, dans ça c'est cette la bonne nouvelle. nébuleuse. On J'espère. j'espère. De toute Alors, façon, cette moi, nébuleuse... mon livre, c'est un livre d'espoir, hein. Moi, je ne suis pas désespéré, de toute manière. Oui. Je ne l'ai jamais été, Ça, c'est je ne vrai. le suis pas. J'ai beaucoup d'amis qui sont... Désespérés. D'ailleurs, oui, c'est le sentiment même souvent dominant. Beaucoup de mes amis sont tristes, sont abattus. Moi, je ne le suis pas. Je suis extrêmement inquiet, mais je ne suis pas abattu. Je ne suis pas triste. Je pense qu'il faut se battre pour la vérité déjà. Et cette bataille-là, elle est loin d'être perdue. On a des raisons d'être inquiets quand même. Ben oui, inquiet, oui, mais pas désespéré. Et pas défaitistes. Mais pas défaitiste, voilà. Alors, parlons de cette nébuleuse. C'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, c'est que le mot Hamas ou Hamas a tendance à disparaître. C'est-à-dire que, voilà, on parle des Palestiniens, on parle des gens de Gaza. Et voilà, la résistance palestinienne, je parle de la terminologie qui a gagné du terrain. Et comme vous venez de le dire, mais il faut quand même un peu expliquer, cette nouvelle cartographie dont vous parlez, avec cette nouvelle union, qui d'ailleurs est la même contre l'Ukraine, hein, c'est les mêmes méchants, si je peux dire. Donc vous avez la Chine, vous avez évidemment Poutine, qui est quand même le chef de file. Oui. Vous avez le chef de file Poutine, le banquier Xi Jinping, la force obscure, le Qatar, la force militaire Hezbollah, Hamas, Iran, et puis l'excité sur le banc de touche, islamiste déchaîné, Erdogan. Voilà, c'est ça les 5. Mais alors ça, c'est nouveau et ça n'est pas... Moi, j'ai écrit un livre il y a quelques années, il y a 4-5 ans, qui s'appelait «L'Empire et les 5 rois», et où je disais, où j'annonçais l'arrivée de ce monde-là. Un monde où l'Empire, c'est-à-dire pas l'Amérique, pas l'Europe, mais toute la partie du monde, sur la planète entière, qui se reconnaît dans les valeurs fondatrices de l'Europe et des États-Unis, c'est les Lumières. L'Empire, d'un côté, et puis ces 5 puissances autoritaires, revanchistes, haïsseuses des droits de l'homme, que sont les 5 qu'on vient de citer. Ça, c'est le nouvel ordre mondial. C'est le vrai ordre mondial. Hein. La démocratie contre les 5, comment dire, l'impérialité néo-ottomane, l'empire chinois, l'impérialisme russe, l'Iran avec sa volonté, l'Iran chiite, et les califats sunnites. Afghanistan, meurtre des femmes, et ainsi de suite. Oui, mais alors là, cette coalition du mal, si on peut dire, en tout cas contre l'Occident, c'est trouver une tête de pont. On a l'impression que l'Occident est masochiste. Quand vous voyez la jeunesse américaine, en tout cas anglaise, un peu moins en France, etc., mais quand même, servir de caisse de résonance, de tête de pont de cette coalition qui veut mettre à mort l'Occident. C'est un paradoxe quand même. Oui, mais l'Occident, c'est pas l'Occident seulement. Hein. Encore une fois, l'Occident, c'est aussi en Turquie les urbains, les intellectuels, les Kurdes qui ont défait Erdogan lundi dernier. Les Lumières, oui, l'Occident, c'est ça. L'Occident, c'est aussi quand vous dites l'Occident, moi je pense aussi à Navalny en Russie. Et je pense aussi à des blogueuses et des blogueurs saoudiens. Alors, disons démocratie. Ou émiratis. Hein, disons démocratie. Voilà, oui, voilà. La nébuleuse démocratique, c'est pas un bloc, c'est une nébuleuse. Okay. Et ça, c'est un affrontement mondial. Et le Hamas est l'escadron de la mort de l'armée en face, de l'armée des nouveaux impérialistes. Vous avez
une instrumentalisation du peuple palestinien qui n'est pas pour beaucoup dans cette histoire, C'est monstrueux. Oui. mais qui est donc le Hamas avance masqué avec effectivement le peuple palestinien en bouclier et pénètre encore une fois les campus américains que nous connaissons bien et on se dit est-ce qu'ils sont devenus complètement idiots ces gens. Quand j'entends les mots d'ordre, bon évidemment from the river to the sea, on ne savent pas où est la rivière, on ne sait pas où est la mer, mais le mot de génocide qui est agité, là il y a eu un vote à Harvard du corpus étudiant, ils ont Je crois voté. qu'ils ne sont pas devenus idiots, je crois qu'ils sont antisémites, je crois qu'ils sont nourris à cette fontaine empoisonnée là. Je Vous crois pensez que l'Amérique a toujours eu un bon fond antisémite? mais naturellement. L'idée d'une Amérique qui serait immune de l'antisémitisme est une idée absurde. Vous savez, moi j'ai fait il y a 20 ans un livre qui s'appelait American Vertigo Je sais. et où je disais que quand on allait vraiment dans l'Amérique profonde, quand on l'a traversé du Nebraska au Texas et de Seattle à Philadelphie, on sentait bien que les germes, ce fond-là, ce fond méphitique, il est évidemment présent aux États-Unis. De toute façon, vous savez, l'antisémitisme, c'est 3 choses aujourd'hui. Il y a 3 piliers. Il y a le négationnisme, l'antisionisme et la compétition des victimes. Hein. Si tu me pompes l'air, à force de m'embêter avec ton malheur, tu m'empêches d'exprimer le mien. C'est les trois piliers. Ben, si vous regardez les choses, en Amérique, ces 3 piliers sont très présents. Le négationnisme, les grandes soi-disant académies négationnistes sont sur la côte ouest des États-Unis. La compétition des victimes, il n'y a pas plus que les gens de Nation of Islam, la communauté noire rompant le pacte noué dans les années 60 avec les Juifs en disant les vraies victimes c'est nous, c'est pas vous. Hein. Et l'antisionisme, il y a toute une école de pensée, ça s'est beaucoup vu il y a 15 ou 20 ans avec 2 hommes qui ont fait un best-seller, Walt et Meyer Shammer, voilà, ouais. Disant en gros le lobby sioniste est trop important, qu'est-ce que c'est que ce petit état de merde qui dicte notre diplomatie, qui coûte tellement d'argent et qui mobilise autant d'énergie, tout ça. Bref, l'Amérique, les étudiants de Harvard dont vous pensez, ils sont les enfants de cet antisémitisme profond qui n'a jamais disparu aux États-Unis. Oui, avec le fait que c'était ces germes d'extrême droite antisémites qui étaient plutôt blancs il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est des Noirs, des Latinos, et quelques Blancs bien sûr, mais au nom de l'anticolonialisme. Ça s'appelle maintenant anticolonialisme. Ça s'appelle anticolonialisme au nom d'une lecture totalement imbécile dont je suis consterné qu'on n'ait pas réussi à la contrer, de quelques penseurs français. Penseurs Judith Butler. Non. Judith Butler, c'est une interprétation stupide des thèses de penseurs français comme Foucault et Derrida. Mais Michel Foucault et Jacques Derrida étaient des penseurs de haute tenue et de haute volée, et ça devient la déconstruction de Madame Butler. Vous ne mettez pas Bourdieu dans l'histoire? Non, parce que Bourdieu, je pense que c'était pas le même niveau d'exigence et le même niveau de pensée. Non, je vous parlais... Foucault, Lacan et Derrida, voilà. Et tout ça devient cette espèce de sous-pensée woke qui fait des ravages terribles dans les universités. Moi, je suis allé défendre Israël, pas là, ces dernières semaines, avant, dans une université à San Francisco. Ça a failli être... Avant le 7 octobre ? Avant le 7 octobre, oui. Défendre, parler d'Israël, mais ça a failli tourner à l'extrême violence, un amphithéâtre bourré. Qui était contre vous ? C'était quelle sorte d'étudiants ? Des étudiants dits de gauche, qui pour moi sont ultra-réactionnaires, dits décoloniaux, prétendument décoloniaux, qui sont ralliés aux impérialismes sérieux d'aujourd'hui,
c'est-à-dire ceux que j'ai cités, la Chine, la Russie, la Turquie et l'Iran. Ça, c'est de l'impérialisme sérieux, hein, honnêtement. Les califats sunnites. Et donc, c'est des espèces d'idiots utiles. Vous voyez, quand ils disent décoloniaux et qui tiennent le discours, encore une fois, de l'empire russe, de l'impérialisme russe, d'un vrai impérialisme, Oui. objectivement. Enfin, c'est pas faire de la propagande pro-israélienne que de dire qu'il y a un impérialisme poutinien, un impérialisme chinois, un impérialisme iranien, la volonté de constituer le croissant chiite, qu'il y avait un impérialisme sunnite du temps où ils occupaient Mossoul et Raqqa, qu'ils précipitaient les homosexuels du haut des immeubles et qu'ils traitaient les femmes comme des animaux. C'est pas voilà, c'est objectivement, ils sont là les impérialismes d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a cette espèce de perversion de l'esprit qui fait que les décoloniaux se rallient à ces colonialismes-là. Ben, c'est ça l'Amérique d'aujourd'hui, au nom, encore une fois, de pensées mal lues, de pensées dévoyées, celles que je viens de citer tout à l'heure, qui sont souvent des pensées françaises. Mais Bernard-Henri Lévy, on est quand même étonné de voir, parce que moi, je pense que quand j'écoute des discours, je me dis, ils sont devenus complètement idiots, ces gens-là, qui sont l'élite, Ivy League, l'élite de l'Amérique d'aujourd'hui, et qui sortent des discours vous savez, il y a une absolument passion, stupides. il y a une passion qui est plus forte que la passion de comprendre, c'est la passion de haïr, la haine. La haine est plus puissante que la volonté de savoir. Quand je vois à Paris l'école normale supérieure, mon école, la rue d'Ulm, hein, pas très loin d'ici, l'endroit où nous enregistrons, où nous parlons, quand je vois l'école normale supérieure, au lieu de l'excellence républicaine, au lieu de l'étude et du savoir, Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, Paul Nizan, beaucoup d'autres, et qui accueille Judith Butler, qui est une intellectuelle qui est une apôtre de la pensée faible, mais elle a la haine d'Israël, la haine des Juifs, la haine de l'Occident, la haine de la démocratie, la haine de la pensée libérale. Et ben cette haine, elle est si dévorante que cette école, que j'ai un peu de mal à reconnaître, donc où j'ai passé 4 ans dans ma jeunesse, eh bien voilà, elle a remplacé Michel Foucault ou Gilles Deleuze par Madame Butler, qui est vraiment une forme extrêmement affaiblie des grandes pensées qui autrefois furent l'honneur de la rue d'Ulm. Oui, il faut rajouter la théorie du genre, c'est-à-dire elle base toutes ses analyses sur la théorie du genre, théorie du genre, mais là encore, c'est du lacanisme mal compris. Oui, c'est très Vous voyez, faible. c'est de la déconstruction. Jacques Derrida, quand il invente le concept de construction, ça n'a rien à voir avec ce que ces gens en font. Rien, c'est des malentendus, même sur les mots. C'est très étrange. Parfois, je me dis que les gens comme moi n'ont pas fait le boulot. On n'aurait pas dû laisser kidnapper ainsi les maîtres de notre jeunesse. On n'aurait pas dû laisser dénaturer ainsi des pensées qui ont eu leur grandeur. Voilà, ces horribles, ces grands travailleurs de la pensée dont parlait Nietzsche. Hein, voilà, on les a laissés jeter au caniveau. Peut-être qu'on avait nos grands penseurs avaient eux-mêmes les germes de ce qui s'est passé. Vous prenez Foucault, quand Foucault a salué le retour de Khomeini à Téhéran en disant il va sauver la civilisation occidentale. C'était déjà la première connerie. C'était plus compliqué que ça. Si vous regardez, on ne va pas entrer dans ce débat, mais si vous regardez bien les articles de Foucault à l'époque dans le Corriere della Sera, c'était tout de même plus subtil que ça. Mais bien sûr que Foucault a commis des erreurs, comme Sartre a commis des erreurs, ça c'est évident. Pour parler de gens comme effectivement Judith Butler, qui a beaucoup de réseaux, y compris en France, elle a intoxiqué beaucoup de réseaux intellectuels en France, qui sont jusqu'à l'école normale supérieure dont vous parlez. Elle a dit tout de suite à propos du 7 octobre, et particulièrement la question des viols, elle qui se disant extrêmement féministe, elle a dit tout de suite, oui, mais les faits ne sont pas établis.
tout de suite, un révisionnisme, négationnisme immédiat. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que, comme vous le dites dans votre livre, c'est à peu près un des pogroms les plus filmés de l'histoire, puisque au lieu de cacher comme les Allemands essayaient de cacher les chambres à gaz, là, au contraire, ils ont la caméra, les barbares ont la caméra sur le front et La filment. GoPro, oui, c'est ça. Bah, c'est le massacre le plus filmé, en effet. Et Ça suffit pas. non. Et alors, on réclame, ça m'a beaucoup frappé chez certaines féministes, oui, mais pas seulement des féministes, chez des hommes aussi, qui n'ont rien à voir avec le féminisme, on réclamait les témoignages. Et Des on morts, disait, les témoignages des morts. Or, la plupart étaient mortes. Et puis, quand il y a eu quelques témoignages de survivantes ou de témoins, c'est la première fois où la parole d'une femme violée ne suffit pas, où on la remettait en doute aussitôt, où on disait qu'il fallait la confronter instantanément avec, vous voyez. Donc il y a eu là quelque chose, un deux poids et deux mesures au détriment des victimes du 7 octobre, au détriment des femmes violées et mortes ou rescapées ou témoins de l'abomination, un deux poids et deux mesures absolument rarissime, quoi. C'est nouveau quand même. C'est la première, oui, c'est la première fois. Moi, Dieu sait que il y a des discussions en France. Est-ce que la parole des femmes est sacrée ou non, etc. Il y a tous ces. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que oui, qu'elle l'est. Mais Dans cela l'autre sens, même. toujours sacré. Mais dans l'autre sens, on est passé d'un extrême à l'autre plutôt avec un nouveau féminisme où les femmes, mais les croit. Mais là, d'un seul coup, on défile avec, on vous croit. oui. Là, on les croit pas. Et là, on les croit pas. Là, on les croit pas. Leur parole est douteuse. Ça, Voilà. c'est quand même complètement. C'est monstrueux. Monstrueux, parce que moi, j'étais dans ces manifestations où j'ai vu défiler à Paris des femmes féministes avec des banderoles Lesbians for Palestine. Bon, je ne voyais pas pourquoi les lesbiennes étaient particulièrement pour la Palestine. Ou la Palestine est une cause féministe. Je ne voyais pas non plus en quoi c'était une cause chère féministe. Annette Lévière, surtout quand on sait, petit détail que je rappelle quand même dans le livre, surtout quand on sait que les lesbiennes et les homosexuels en général seraient exécutés comme des chiens ou précipités du haut d'un immeuble s'ils étaient à Gaza, s'ils habitaient Gaza, où l'homosexualité est absolument interdite, où les homosexuels sont maudits. Comment peut-on dire et se regarder dans la glace LGBT for Palestine? Mais ça veut dire, encore une fois, ça veut dire qu'il y a une passion qui domine, qui dévore, une passion qui tient au corps, qui tient à l'âme et qui brûle tout le reste. C'est la haine des Juifs. Il n'y a pas d'autre explication. Et Dieu sait, je ne suis pas parano. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait combattre l'antisémitisme et que ça ne devait pas être non plus l'alpha et l'oméga de ma pensée, de ma littérature, et j'y pensais pas le matin et le soir en me couchant, en me réveillant. Mais là, quand on voit cela, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une grande partie de la population prétendument éclairée mondiale qui met la haine des Juifs au poste de commande. Voilà. Quelqu'un qui dit LGBT for Palestine, ça veut dire que la haine des Juifs est le plus important qu'eux-mêmes, que leur survie. Voilà. Ils savent quand même qu'ils sont balancés du haut des immeubles mais à Gaza. Encore une fois, le savoir ne pèse rien face au brasier de la haine. La haine domine tout, brûle tout, l'emporte. Et là, chez ces gens-là, la haine des Juifs l'emporte sur leur savoir, de leur propre proscription s'ils étaient en Palestine, comme ils disent. Moi, ce qui m'a complètement frappée, c'est donc on nie les femmes violées parce qu'elles sont israéliennes et juives, dans quel sens qu'on veut le dire. Et par ailleurs, ces mêmes nouvelles féministes ne manifestent pas pour les Iraniennes assassinées parce qu'elles enlèvent leur voile. Alors, il y en a encore une qui est morte sous la torture cette semaine en prison. Mais les gens...
c'est une des choses qui me révolte. Tous ces gens-là ne manifestent pour rien. Pardon, mais moi, dans les misérables manifestations que j'ai organisées jadis pour les musulmans du Darfour, dans les misérables manifestations que nous faisions, vous étiez là, pour les musulmans de Bosnie, dans les misérables manifestations que nous organisions récemment pour les 400 000 morts de la guerre contre les civils de Syrie. Il n'y avait personne. Où le viol a été une arme de guerre, justement. Le viol était une arme de guerre, les massacres étaient systématiques, on gazait les enfants, des gaz chimiques interdits. Mais il n'y avait personne. Personne. Nous étions, et les manifestations auxquelles je participais et que parfois j'organisais étaient des manifestations pathétiques. Donc tout cela qui n'ont jamais bougé une oreille pour les Ouïghours chinois, pour les Syriens, pour les Darfouris, les Yézidis. On les retrouve, les Yézidis, bien sûr, les Kurdes. Le viol a été systématique. Voilà, exactement. Et on les retrouve, Palestine, from the river to the sea, par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers. Non, la Palestine est une cause féministe, une énorme banderole avec la CGT, bien sûr. J'étais complètement sidérée. Je me suis dit, mais alors là, il faudra m'expliquer. Non, mais alors, donc j'avais juste une question à vous poser avant de passer rapidement à autre chose. Qu'est-ce que c'est j'essaie de prononcer, fascisme? Fascisme, c'est un mot valise et c'est un concept que j'ai employé pour la première fois et probablement produit en 1994 dans un livre qui s'appelait « La pureté dangereuse ». Après, c'était l'époque des grands massacres islamistes en Algérie, que j'avais fait des grands reportages pour Le Monde à l'époque. Et c'est un mot qui dit que ce qu'on voyait en Algérie et ce qu'on voit aujourd'hui avec l'armée du Hamas, c'est pas seulement une affaire religieuse, c'est une affaire politique. C'est les deux. Et ça, c'est un chapitre important de mon livre, si vous me permettez. C'est celui où je retrace la généalogie politique, c'est-à-dire nazie, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamisme radical. Vous voyez, bien sûr qu'il y a une dimension religieuse. Ça ne s'appelle pas islamisme pour rien. Il y a un usage de l'islam. Mais je crois qu'on ne comprend rien à tout ça. On ne comprend rien aux ayatollahs iraniens. On ne comprend rien aux meurtriers du Hamas. On ne comprend rien à tout ça si on ne voit pas qu'il y a aussi un arrière-fond idéologique et une généalogie historique nazie. Voilà. Alors c'est toute cette histoire. Et c'est pas religieux, ça. Ça, c'est pas religieux, non. Ce qu'il faut savoir, je crois, c'est que dans les années 30, il y a eu un événement qui s'est appelé le nazisme et qui est évidemment né en Europe, qui est né en Allemagne avec des influences autres que l'Allemagne, la France et ainsi de suite. Mais ce fut un événement mondial dont aucune partie du monde n'a été complètement immune et certainement pas le monde arabe. Il y a eu dans le monde arabe des mouvements, les frères musulmans, des partis, les deux partis Baas, qui ont été fondés sur des piliers, sur des bases idéologiques qui étaient celles de l'hitlérisme. Vous aviez là des gens, Hassan al-Banna, le grand-père, je crois, de Tariq Ramadan. Son raisonnement, c'était... Les frères musulmans. Frères musulmans. Il se passe un truc formidable en Allemagne, qui est en train de révolutionner le monde. Il n'y a pas de raison que ça reste seulement en Europe. On va en faire une version arabe. Et ça s'est appelé les frères musulmans. Alors, il y a eu tout dans le monde arabe. Il y a eu aussi des résistants. Il y a eu les Tabors et les Goumiers marocains qui étaient engagés dans la France libre. Il y a eu des Palestiniens engagés dans les forces britanniques, bien sûr. Mais il y a eu ça. Et ça, ce fond nazi, le monde arabe et le grand mufti de Jérusalem. Le grand mufti Al-Husseini, bien sûr, saint patron de la cause palestinienne. Ce fond-là, le problème, c'est que cette partie du monde est la seule où il n'a pas été pensé, où il n'a pas été critiqué, où le deuil n'a pas été fait. On a beau dire, mais l'Allemagne a fait très vite.
le travail sur elle qui lui a permis de regarder en face son passé atroce. La France a mis plus de temps, mais oui, chagrin, la pitié, mais enfin, ça a fini par se faire. Là, nous sommes là dans une région du monde où il y a un axiome, c'est ça n'est jamais arrivé. C'est resté comme le nuage de Tchernobyl à la frontière de Strasbourg, limité aux frontières de l'Europe. Ça ne nous concerne pas. Comme ça ne nous concerne pas, on ne travaille pas dessus, on ne le pense pas. Et comme on ne le pense pas, ça revient. Et qu'est-ce qui revient? Le Hamas, le Hezbollah, qui sont des organisations nazies. Pas nazies pour la polémique, nazi au sens généalogique du terme. Les énoncés nazis, la mémoire nazie, il en reste et elle est au fondement de ces armées du crime. C'est ça ma thèse, moi, dans ce litige d'Israël. Et c'est ça que je voudrais faire passer. Voilà. Alors, il nous reste pas très longtemps, quelques minutes. Je voulais rappeler quand même que dans votre livre, vous affrontez ces questions. Justement, là, par exemple, les chapitres sur l'antisémitisme historique, millénaire, est très, très solide et un peu déprimant, il faut dire, parce qu'entre torture, expulsion et autres, c'est pas le chapitre le plus drôle. Mais vous affrontez également la question de Gaza, le fait qu'un enfant mort est un enfant mort, qu'il soit palestinien ou israélien. Donc vous ne détournez pas le regard comme d'autres le font sur cette question-là. Et en plus, c'est un petit livre au sens que c'est un livre qui n'a pas 600 pages, c'est-à-dire que vous pouvez le lire et comprendre, encore une fois, ces phénomènes nouveaux. Alors, il y en a qu'on ne comprend pas vraiment encore, mais qui sont ce qui s'est passé avant et après le 7 octobre, qui, encore une fois, il y a un avant et il y a un après. Mais je voulais revenir juste sur une chose, sur l'avenir. Est-ce que vous pensez, vous qui avez toujours défendu ça, qu'il y a encore une solution politique plus tard, deux États vivant côte à côte? Alors, je cite toujours mon ami Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France et historien, qui dit « La solution à deux États, c'est la seule. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas d'autre. » Il a raison, mais il y a une condition pour ça. Il y a toujours eu une condition. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle paraît d'autant plus nécessaire, encore plus nécessaire que jamais. C'est que les Palestiniens en finissent vraiment avec le Hamas, avec tout ce qui lui ressemble. Parce qu'il n'y aura pas d'État. Il n'y aura pas de double État, il n'y aura pas d'État palestinien. Tant qu'il y aura sous un nom ou sous un autre, déguisé, pas déguisé, quelque chose qui ressemblera au Hamas. Voilà, c'est évident. Et côté israélien, il faut aussi qu'il y ait une volonté qu'il y ait un État palestinien. Bien sûr, il faut. Mais la différence entre Israël et la Palestine, c'est qu'Israël est une démocratie. Et une démocratie, ça veut dire que l'opinion a un poids prépondérant. Et ça veut dire que le régime change tous les 5 ans ou en Israël tous les 5 mois. Enfin, le régime, les dirigeants. Voilà. Donc, évidemment que il faut ce que vous dites. Mais c'est pas seulement qu'il faut, c'est que je crois que c'est là. Moi, une des choses qui me frappait dans les manifestations d'avant le 7 octobre contre la réforme judiciaire, c'est que était en train de réapparaître dans le débat public israélien la question politique de la cohabitation avec les Palestiniens. La question qui avait disparu. Non, ça revenait. Ça revenait depuis très peu de temps. Depuis très peu de temps. Moi qui ai couvert quand même à peu près toutes les élections en Israël, c'était une question absolument pas abordée. Mais ça revenait. On ne peut pas dire que Netanyahou soit populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Israéliens le tolèrent aujourd'hui. Alors maintenant, Lévi, vous avez posté sur votre compte Instagram des photos des grandes manifestations qui ont eu lieu le week-end dernier, justement réclamant des élections. Bon, la libération des otages, bien sûr, et avec en tête les familles des otages, mais pour la première fois, des grandes manifestations politiques. Il y avait quand même plusieurs centaines de milliers de gens, ils ont bloqué les routes, etc., réclamant des élections et le départ de Benjamin Netanyahou. Oui, Ça s'appelle une démocratie.
c'est vous dire à quel point la démocratie israélienne est vivante. Même en principe, un état de guerre, c'est un état d'exception. C'est un état où on suspend tout. Euh, Souvent les libertés, confère la France, confère les États-Unis, la France à l'époque de la guerre d'Algérie, et où il n'est pas question de faire d'élection. Regardez l'Ukraine, par exemple. Et d'ailleurs, c'est difficile parce que je ne sais pas comment voteront les 200 ou 300 000 ou 400 000 Israéliens déplacés aujourd'hui au nord, qui ont quitté leur maison, leur village, etc. Qui sont au sud. Hein Qui sont déplacés et Voilà, du nord voilà. et du sud. Comment on vote, comment on organise ça, je ne sais pas. Mais enfin... Si, ils ont voté au municipal, on a organisé. bon, Ils sont, voilà. vous Mais savez, donc, ils ont apporté des boîtes dans les hôtels où ils voilà. sont. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, c'est compliqué. Mais en effet, quelle belle démocratie que cette démocratie qui refuse de se faire prendre en otage, qui refuse de se laisser prendre au piège de l'état d'exception. C'est magnifique. Et de toute façon, pour répondre à votre question précédente, c'est un secret pour personne. Ils le savent, tous les observateurs qui disent Netanyahou, ils savent très bien que Netanyahou est impopulaire aujourd'hui. Il participe à la conduite de cette guerre, mais plus personne, enfin très peu nombreux sont ceux qui lui font confiance en Israël pour le reste, pour le gouvernement de la société, de la société israélienne de demain. C'est évident. Donc ça, de toute façon, la solution politique, un jour, elle se fera sans lui. Alors, à quoi elle ressemblera, la solution politique ? Je vous dis, ça ressemblera à une société israélienne dont je sais qu'elle est prête, si elle a un partenaire en face d'elle et un partenaire dont l'intention n'est pas de les exterminer, les Israéliens, ils sont prêts à la solution à deux États. Ils l'ont toujours été. J'en suis convaincu, je connais bien Israël, j'y vais souvent. Pas 100%, mais il y a une majorité d'Israéliens pour savoir que le contraire de la paix, c'est pas la guerre, c'est l'enfer. Voilà. Et une majorité d'Israéliens savent cela et qu'on ne peut pas vivre en état de guerre perpétuelle. Les Israéliens, c'est un peuple de Cincinnatus, ces gens qui font la guerre, mais qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner à dans la République romaine, qui n'ont qu'une envie, c'est de revenir à leur jardin, à leur charrue et à la vie normale. Ils ne veulent pas la guerre. Donc ils savent bien qu'au fond d'eux-mêmes, que ça doit passer par ça. Mais l'autre en face, il faut que en Cisjordanie et à Gaza, le deuil soit fait, vraiment, le deuil de la pensée criminelle qui gangrène les Palestiniens depuis très longtemps, avant même le Hamas. Les manuels scolaires, la propagande de guerre, même en état de paix, la popularité du Hamas aujourd'hui en Cisjordanie, il y a des sondages terribles. Il y a le problème de la Cisjordanie et c'est la raison pour laquelle. Mais vous savez, d'Israéliens qui se sont installés en Cisjordanie. Oui, mais c'est pas pour ça que vous avez. Je suis pour le démantèlement de ces colonies. La question n'est évidemment, mais c'est pas à cause de ça que vous avez 60, 70, 80%, d'après certains sondages, de Palestiniens qui descendent dans la rue en saluant l'acte de résistance du Hamas violent des femmes juives. Ceci n'est pas lié à cela. Ça, c'est faux. C'est faux. D'autant que le cas de Gaza, qui oublie tous les gens qui manifestent pour Gaza, est spécial. Gaza n'était plus occupé par le moindre Israélien depuis 2005. Donc, voilà. Mais, alors, donc, vous restez juste, pour terminer, parce que nous avons 30 secondes, vous restez optimiste. Alors, parce que j'avais noté que vous aviez cité quand même Romain Gary qui disait, finalement, avec qui vous étiez en train de dîner, en vérité, c'est foutu. Vous mettez ça dans votre livre. Et quelques jours plus tard, il se suicide. Oui. Oui, mais moi, je ne me suiciderai pas. Et non, ce que disait Romain Gary, en effet, je raconte ça. Ce que disait Romain Gary, qui n'était pas faux, c'est que l'antisémitisme ne disparaîtra jamais. C'est pas une tumeur qu'on va exciser et retirer. Pensez ça. Et il avait raison. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on peut en revanche le contenir. Alors, il y a des moments où ça déferle. Il y a des moments où la vague semble presque trop forte, bien sûr. Mais même là, je crois qu'il est encore possible de travailler à élever des digues,
à donner des armes. Ce livre, c'est un manuel de résistance à destination de ceux qui n'en peuvent plus de ces torrents de haine qui déferlent et de ces torrents de bêtises. Voilà, ce livre, il est fait pour donner des armes à ceux qui n'en peuvent plus d'entendre dire qu'Israël est un État colonial, à ceux qui n'en peuvent plus de dire que pourquoi est-ce qu'on a fait Israël en terre arabe au lieu de le faire en Ouganda, à ceux qui n'en peuvent plus de dire qu'Israël est une dictature ou que c'est apartheid ou ceci ou cela, ou le génocide. À tout cela, j'essaye de donner des munitions. Donc j'y crois. Voilà, donc le manuel s'appelle le manuel de survie. De contre-attaque, de résistance contre-attaque. intellectuelle. Résistance intellectuelle. Et pour éviter le suicide comme Romain Gary, s'appelle Solitude d'Israël. Bernard Lévy, merci d'être venu mettre quand même des choses au point sur les questions fondamentales. À bientôt. Merci Annette.